avec un cadrage extrêmement précis, avec des gens qui sont filmés dans des gestes très quotidiens qu'on voit et qu'on revoit, lasser ses chaussures, brosser ses dents, voilà, et grandit au fur et à mesure du film qui au début semble tout à fait raconter pas du tout ce qui va arriver à la fin. Grandit une espèce de sensation de malaise. Et voilà, et j'ai parlé de ce film à Jérôme, il a regardé ce film, voilà, on ne sait pas trop comment les choses se sont passées. Il est arrivé en studio, il m'a dit ça s'appellera La Poterie Punaise. Et blanc. Bon, j'ai dit d'accord. Il m'a dit voilà ce que je te propose, et il s'est installé à la chaise, et il a commencé en fait à parler en écrivant, en disant que finalement lui ça n'intéressait pas tellement de venir et lire un texte qu'il aurait écrit pour l'occasion, à partir de quoi il ne savait pas trop. Donc voilà, je me suis retrouvée face à un méga performeur, avec une posture ultra forte, et je me suis dit, nom de Zeus, que puis-je faire, hein, quel espace me reste-t-il à l'intérieur de cette proposition? Donc bah voilà, il y a une première posture qui est arrivée, qui a été en fait une espèce de posture un peu peut-être de poterie ou de punaise, enfin une espèce de posture un peu vide, un peu qui était le seul point de contrebalancement possible par rapport à l'espèce d'énorme, je dirais, prestance et de Jérôme. Voilà. Et comment tu gères alors, parce que ça a été créé dans un lieu fermé, dans un lieu clos, et là tu es à l'extérieur, on en parlait avec Julie tout à l'heure, comment tu gères l'extérieur? Est-ce que du coup ça change mal, ouais. Ça change le rapport? Non, non, ça change. La lumière du jour, c'est plaisant pour toi? Oui, la lumière du jour, c'est plus. Ce qui est compliqué, c'est finalement que Jérôme est a cappella, et que effectivement le matin, et bien, des fois on a des cigales, des fois on n'a pas de cigales, des fois on a des marteaux-piqueurs, des fois on n'a pas de marteaux-piqueurs, des fois on a du vent, on n'en a pas. Donc ça change évidemment la qualité de l'écoute. Donc c'est différent chaque jour, ça rend les choses un peu différentes, ça rend aussi la porosité entre nous différente, puisqu'il y a quand même une espèce de porosité, je pense qu'il y a l'idée de voyager entre l'un et l'autre. Donc ouais, ça change pas mal, ouais. Et comment se fait-il que tu sois dans ce dispositif, label Seine-Saint-Denis? Ah ben, je suis l'OVNI, je suis la poterie punaise, non, oui, voilà. Il s'est trouvé élément rapporté. Voilà, je suis une pièce rapportée, parce que, bien que j'ai quand même beaucoup travaillé en Seine-Saint-Denis avant d'arriver au Havre, juste parce que, en fait, le Forum du Blanc-Meunier l'a proposé à Jean-François Meunier, une carte blanche d'invité concordance, voilà, et Jean-François a ensuite proposé que ce soit la poterie punaise, avec l'accord du Forum du Blanc-Meunier. Voilà, mais en fait, ma question, elle est un peu orientée, parce que, mais tu es trop modeste pour le dire, mais il faut dire que tu deviens directrice du Centre chorégraphique national du Havre, et que ça, c'est depuis le début de cette année, et que c'est un événement, puisque quand même, c'est voilà, une destinée extraordinaire de reprendre la suite d'Hervé Rock, je crois. Voilà, tu t'es lancé à bras raccourcis dans cette affaire, et donc c'est vrai que de Normandie jusqu'à Avignon, ça fait du chemin. Donc on a compris qu'il faut absolument aller voir, il ne reste que demain pour découvrir Poterie Punaise avec Emmanuelle Vaudine qui partage le plateau avec tous ses autres camarades de la belle Seine-Saint-Denis, bien qu'elle-même de Normandie dorénavant. Donc on aura plaisir à découvrir cette pièce. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu ventre à terre, traversant Avignon dans sa chaleur. Voilà, on va passer le micro, si tu veux bien, à deux de nos derniers invités. Donc Pere Faora, qui est ici voilà, à Avignon, dans le cadre d'un dispositif aussi particulier avec l'Institut Ramon Llull, qui s'appelle Avignon à la catalane, n'est-ce pas? Oui, ouais. Voilà, bon. Alors Pere va vous faire le coup aussi qu'il ne parle pas très bien français, mais en fait il parle sublimement bien français. Non, il dit tout son texte en français, le texte de striptease, donc au centre de développement chorégraphique. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de ce projet? D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà vu le spectacle, tu nous fais l'amitié de nous expliquer la genèse. Donc en fait, quelqu'un t'a proposé de venir à Avignon et tu as donné le titre striptease. Ouais. Donc maintenant, tu dois faire quelque chose autour du striptease. Comment t'es venue cette idée? Non, ça c'est vrai. Non, ça c'est, je dirais, tout le temps dans les pièces, mais ça c'est l'origine vraiment de la pièce. Je devais faire un projet et je ne savais pas quoi faire, et alors j'ai décidé de mettre striptease comme le titre de la pièce, et après je penserai qu'est-ce qu'on va faire avec ce titre. Et ça c'est que j'explique dans la pièce.
Et pour moi, on fait la pièce en 2008. Et c'est une année que j'ai étudié beaucoup. Et j'ai lu beaucoup de livres mais sur la danse. Et après, j'étais un peu bloqué avec toute sa théorie de la danse et toute sa réflexion. Et je voulais rire un peu de tout ça. Non? Et alors, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette conférence sur le striptease, que c'est une excuse pour parler de la danse. Alors, c'est un spectacle qu'il n'y a pas beaucoup de danse. J'ai seulement danse un striptease, 3 fois les mêmes striptease. Mais et après, il y a beaucoup de textes. La particularité du striptease, quand même, tu le dis, c'est que c'est très court. Donc, c'est 3 fois un striptease de 2 minutes. Le tien, tu l'as poussé un petit peu à son extrême, il fait presque 2 minutes 50, c'est ça? Non, j'ai décidé de mettre l'effet au ralenti pour allonger cette danse. Mais pourquoi la ralenti? Ça a un effet qu'on peut regarder le corps plus long et plus proche. Non? Et pour moi, l'éroticisme, c'est une question de temps aussi. Alors, si on relente, on peut être un plus érotique que non, o sea, si lo hacen todo muy rápido. Voilà, mais on a tout compris. Hein. Même très très bien l'espagnol. Il n'y a pas de problème. On s'y fait. Et voilà. Alors toi, tu as une carrière internationale quand même importante. C'est la première fois, je crois, que tu passes en France, non? Si je me trompe. Mais par contre, dès que j'ai parlé de toi, même jusqu'en Corée récemment, et on te connaît. À Singapour, on m'a dit qu'on allait t'accueillir. Enfin voilà, il y a quand même une mobilité de ton travail. Et comment se fait-il qu'en France, tu ne sois jamais venu avec des pièces de ton répertoire? Oui, non, j'ai présenté seulement la pièce avant qu'on fait des striptease, This is a picture of a person I don't know, et je l'ai présenté à Sénart, c'est à côté de Paris. Oui. Mais c'est la seule fois qu'on a présenté les travaux à la France. Et je ne sais pas parce que j'ai habité à Amsterdam pendant 8 années. Et là-bas, bueno, 4 ans étudiant et 4 ans de professionnel. Et pendant le temps de professionnel, a été plus facile pour moi d'être connecté avec la scène internationale. Tu veux dire que c'est plus difficile en Espagne pour toi d'avoir des retours d'un programmateur, des choses comme ça? Oui, Espagne I don't know, c'est un peu fermé avec lui-même et il y a beaucoup de problèmes d'inviter les autres parce qu'on ne parle des argent. Alors, si on n'invite pas les autres no te invitan a ti, coño. C'est vrai, on a très bien compris. Et puis c'est comme ça, oui, c'est vrai. Oui, alors le Ramon Llull est fantastique parce que le Ramon Llull veut projeter la culture catalane à l'extérieur, mais il faut que les institutions catalanes aussi invite aussi les autres, mais on ne parle pas de ça. Alors, pour moi, c'est un peu comme ça. Voilà. Et dans ton travail, quand même, le travail à la vidéo, le travail à la parole, ça revient souvent. J'ai vu ta nouvelle pièce à Barcelone, là, c'est un duo, il y a un dispositif vidéo extrêmement pointu, mais tu l'utilises de façon très habile. Comment tu intègres pourquoi tout d'un coup cette nécessité de vidéo? Ouais, non, j'ai découvert les vidéos et le travail avec la caméra quand je suis étudiant à l'école d'Amsterdam. Et là-bas, je fais beaucoup de pièces avec la relation de caméra et de mouvements, mais très scientifiques, très abstracts. Et à la fin de la 13e année, j'ai fait une pièce et tout le monde m'a dit « Oh, la pièce est bon, et le travail est bon, et le jeu avec les caméras c'est bon, mais le mouvement, c'est un peu pas original, non? C'est un peu comme ça. »
Et alors, j'ai fini mon école de chorégraphie, que je suis un chorégraphe qui ne sait pas comment inventer les mouvements. J'ai incroyable avec les caméras, mais les mouvements, c'est... Alors, j'ai décidé de n'inventer jamais un mouvement. Voilà. Et je le copie toujours. C'est vrai. La demi-moule, Singing in the Rain, ou tout ça. Parce que j'ai décidé qu'il y a beaucoup de mouvements inventés déjà, pour tout le monde. Alors, c'est un peu politique de moi de décider, ok, je n'imite plus rien, je mixe et je mélange tout qui est déjà là-bas. Et alors, la danse et la chorégraphie entre tous les éléments théâtraux, les vidéos, les lumières. Et alors, pour conclure, Perret, quel est ton sentiment d'être à Avignon? Qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est agréable ou stress? Non. Non. Au début, le premier jour. Pas comme ça. Non. Non, pas vacances. Il est fantastique d'être ici. Il est un peu bizarre aussi. C'est très intensif. Et alors, pour moi, quelquefois, c'est un peu difficile d'entendre que c'est ça vraiment le contexte de la culture. Parce que la culture ici a été très commercialisée et alors c'est tout sur les compra-venta d'art que c'est bon parce qu'il faut qu'il y ait un contexte comme ça, mais aussi quand on présente la relation avec le public, c'est un peu plus commercial ou plus tense parce qu'il y a cette atmosphère qui est très présente dans tous les... Mais c'est part du jeu. La part du jeu. Alors, donc, Perret Forrat au Centre de développement chorégraphique Les Hivernales avec Striptease jusqu'au 21 juillet. Next time in English, okay? C'est la prochaine fois en anglais, donc plus de mouvement et que de l'anglais. Voilà, merci beaucoup, Perret. Donc, la dernière chorégraphe qu'on a plaisir à retrouver donc, dans ce réseau danse, c'est Karine Pontiès. Karine Pontiès qui elle aussi vient dans un dispositif un peu particulier puisqu'elle est soutenue par le Théâtre des Dons au Centre de développement chorégraphique avec donc le WBI Wallonie-Bruxelles International. En disant ça, on a situé déjà la compagnie, elle est en Belgique. Et donc, en revanche, toi, tu es une habituée des hivernales, hein, puisque c'est même titré dans la scène, dans la terrasse. Il a marqué, c'est le retour de Karine Pontiès aux hivernales. Alors moi, j'avais l'impression qu'en fait, tu avais des quartiers d'été ici. Alors, raconte-nous un peu ta relation avec le CDC, avec le Théâtre des Dons. Et puis, ce que tu présentes, tu as deux programmes à l'affiche. Hein. On va finir avec les deux solos, Babil et puis Benedetto Pacifico. Et on va recommencer lundi avec un nouveau programme, une pièce de groupe que tu viens de créer en Belgique, qui s'appelle La Mali Locta, qui va être présentée pendant toute la semaine prochaine. Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu ton rapport à Avignon. Ton rapport à Avignon, peut-être, comme ça. Je suis venue qu'aux hivernales en hiver. En hiver. Pour présenter Ololom. Voilà. Donc, mais j'ai toujours eu un rapport à... J'ai donné aussi des ateliers, mais voilà. En tant que spectacle, je n'ai présenté qu'Ololom. Mais ça a marqué la terrasse parce qu'ils ont titré ça, ça nous a fait beaucoup rire, parce que nous on avait l'impression d'être original en faisant venir. Isabelle, du Théâtre des Dons, Isabelle Jans m'a dit mais c'est la première fois qu'elle viendra à Avignon, et en fait pas du tout. Donc c'est la surprise. C'est la première fois que je viens au festival d'Avignon, ça c'est sûr. Peut-être parce qu'on lui passe l'hôtel de la ville après, je sais pas. Voilà. Les histoires. Voilà. Alors donc sur le plateau du CDC, deux solos. C'est ce soir la dernière. C'est ce soir la dernière. C'est deux solos extraits d'un ensemble de pièces. Il y a plusieurs solos, je crois qu'il y en a 5, si ma mémoire est bonne. Il n'en reste plus que 3. Et il n'en reste plus que 3. C'est-à-dire, tu veux que j'en accueille les 3 autres nouveaux, c'est ça? Non, ils ne se font plus en fait. Ils se font plus. Raconte-nous un petit peu le processus de cette période avec des solos. C'est quand même particulier pour toi d'écrire des solos où tu as l'habitude et tu aimes écrire des solos. Vas-y, dis-moi. Oui, c'est toi qui dois parler. Hein, parce que moi, là, je suis là pour, Donc ce projet, c'était tout autour des épouvantails. Voilà. Et j'avais commencé il y a très longtemps un qui s'appelait Des dents dans la tête. Puis il y a eu une pièce de groupe qui s'appelait Humus Vertebra, qui regroupait Babil,
regroupait Eric, qui est le danseur de Babil, qui regroupait Jaro, qui est un Slovaque qui était dans Olelone, qui regroupait Claudio Stellato, Oui. qui a les par pions, accord commun, qui a fait 4 projets avec moi, et par accord commun, on a décidé de terminer en 2011, fin 2011. Et pour ne pas pénaliser donc, Babil et Evran, j'en ai créé un cinquième, qui est Benedetto Pacifico. Super, formidable. Alors ça, il y a recours à la parole d'une certaine manière dans les spectacles de présenter au CDC. Il y a beaucoup de retour à la voix, à la parole, à l'expression orale. Donc le premier solo, il y a pas mal de paroles. Tu peux nous expliquer ton rapport à la théâtralité dans ta danse? Et est-ce qu'on retrouvera ça dans la Manilocta par exemple? Je crois. Je parle toujours un peu de théâtre physique, parce que je n'ai pas l'impression que je sois vraiment dans la danse aussi quelque part, mais ça danse toujours beaucoup. C'est très physique en tout cas. Et donc par rapport aux épouvantails, c'était... Je répète la question, parce qu'on peut beaucoup parler. Mais parle comme ça vient, je n'ai pas besoin de poser de questions normalement. Donc, par rapport à ce thème de l'épouvantail, j'avais envie de... Parce qu'on m'a posé aussi la question pourquoi les épouvantails. C'est ça, pourquoi? Ça n'intéresse personne. On les voit plus. Et ça m'intéressait parce que c'était un peu le double de l'homme, parce que c'était un autoportrait sans nom, parce que c'était des êtres dans l'abandon et à l'abandon. Effrayant aussi parfois, parce que c'est... On n'épouvante personne. Ouais. Et donc toute la question était comment ne jamais s'arrêter de naître, quelque part. Donc, par rapport aussi à l'humain et au vivant statique. Et donc dans Babil, il y a de la parole, mais c'est pas un texte qui a été collé, ça n'est sorti que physiquement. C'était un travail que physique. Et c'est Eric, donc l'interprète, qui a écrit le texte. Et tout venait de sa physicalité. Donc c'est pas un texte qu'on a écrit avec de la distance par rapport au mouvement. Et donc comment le processus d'écriture s'est mis en place? Il saisissait ou tu l'aidais à saisir ces sensations par rapport à ce qui émergeait, ou du coup parce qu'il a l'air très écrit pour le coup ce texte, il a l'air très voilà, il tombe à cet endroit-là et on a l'impression que c'est bien choisi quoi. C'est des heures et des heures d'improvisation, je pense une trentaine, quarantaine, et avec beaucoup de textes différents, et d'essayer de récupérer des choses qui faisaient sens, et justement le babillement, le babil, qui sortait de la terre, qui sortait donc quelle était la logique, assez logique de la naissance de cette langue et de ce corps qui essaie de se mettre debout. Super. Et alors donc sur le deuxième solo qui est présenté là aux Iyarna, tu as travaillé comment du coup avec cet interprète? Parce que c'est en fait deux propositions très différentes. Il y a deux univers qui se mettent en place là sur scène, qui sont tout à fait... il n'y a pas de... Pour un site, il n'y a pas vraiment de continuité d'une certaine manière. Les quatre sont extrêmement différents. Voilà. Mais c'est à chaque fois par rapport à l'épouvantail, parce que j'avais envie aussi de stigmate ça. Et lui, c'était plus quelqu'un qui se faisait traverser par des forces supérieures constamment et contraires constamment. Donc il y a cette idée de souffle par où l'air rentre constamment. Et à la fin, ce trop-plein et ce pas assez de souffle qui devient de nouveau une façon de pacifier. Donc c'est le béni pacifique, de repacifier toutes ces forces et de renaître quelque part en redonnant le souffle et en... Alors ça, c'est des pièces qui ont beaucoup tourné. J'étais en Corée, tu arrivais quelques jours après pour représenter. Ça tourne énormément, ce programme. On a beaucoup de pièces différentes, mais les solos sont plus simples aussi à faire voyager. Donc ils ont fait un peu la Bolivie, mais pas tous, parce que donc ceux de Claudio a beaucoup tourné. Celui de Jaro aussi, Babil, ça dépend. Il a commencé aussi il y a 1 an et demi. S'ils n'ont pas le même temps, il y en a qui ont été créés. Claudio a été créé avant Humus Vertebra, Jaro pendant, Babil après, et puis Benedetto est arrivé. Alors donc l'avantage d'être en avance sur le temps pour une fois, contrairement aux autres chorégraphes dont c'est la dernière demain, on peut parler de la Manilocta parce que là pour le coup personne ne l'a vu, même pas moi, à part en vidéo. Alors il faut donner envie là, aux spectateurs qui sont là rassemblés de venir le voir. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce quintet Il y a de très beaux interprètes. Voilà, déjà c'est pas mal. Il y a 5 personnes totalement engagées dedans. Et là, je suis partie d'un univers extravagant. J'ai beaucoup travaillé avec de l'animation, avec du dessin. C'est
quelque chose qui m'intéresse toujours beaucoup. Je trouve que c'est aussi une façon de penser le dessin, une pensée en mouvement. Et donc là, pour le cas, j'ai été très intéressée par l'univers de Beatrice Alemania, qui est une illustratrice pour enfants. Donc ces personnages sont toujours décalés, trop petits, jamais à la bonne place, extravagants, etc. Mais j'avais pas envie de faire une pièce pour enfants. Et j'avais envie de parler de cette fracture, de cette fracture qui ne soit ni politique, ni actuelle, ni sociale, ni urbaine, et de parler de peut-être ce qui rejoint le tout, c'est cette faille dans l'humain, encore une fois, et de façon un peu extravagante et décalée. Et donc c'est 5 personnages assez seuls, mais c'est assez ludique, en même temps avec une communication un peu phosphorescente, comme ça, un peu particulière. Super, donc ce soir, les dernières de